Bienvenue à la série de capsules sur la notion de conique. Alors, dans cette capsule qui se veut une introduction, on va voir ce que sont les coniques. On va aussi parler de la notion de lieu géométrique et je vais montrer quelques petits exemples liés aux coniques. Pourquoi d'ailleurs on appelle ça des coniques? Alors, je commence avec des images que j'ai glanées ici et là pour pouvoir illustrer le concept de conique. Alors d'abord, on parle de conique, parce que ça serait pas normal de parler de conique sans qu'il y ait un cône dedans. Alors on s'aperçoit qu'il y a un cône ici. Et les coniques, en fait, ce sont les courbes qui sont créées lorsqu'on coupe un cône par un plan. Donc, on pourrait prendre un cône et puis vraiment y aller avec certaines coupes. Selon certains angles, on obtient certaines coniques. Donc, elles vont avoir des noms particuliers. Alors ici, en rouge, bon, on voit ici, à cet endroit, que c'est un cercle. Si on coupe avec un petit angle, on obtient un cercle un peu plus allongé. Donc, habituellement, on parle d'un ovale. En réalité, le vrai nom de ça, c'est une ellipse. Alors que ici, en vert, c'est une hyperbole. Et en bleu, c'est une courbe que vous connaissez parce qu'on l'étudie dans les fonctions. C'est ce qu'on appelle une parabole. Alors voilà, pour ce qui est des coniques. Puis on voit ici à côté qu'en réalité, pour être capable de parler des coniques, on va souvent prendre un cône généralisé, c'est-à-dire qu'un cône, c'est une droite. Donc, imaginons cette droite-là qui, euh, qui va faire une rotation autour d'un certain point qui serait celui-ci. Donc, le point va correspondre à l'apex du cône. Ici, donc on appelle ça un cône généralisé parce qu'au lieu de prendre un segment de droite qu'on ferait balayer autour d'un cercle, en ayant un centre de rotation, on prend une droite infinie. Alors, on obtient un cône généralisé, c'est-à-dire deux cônes inversés qui ont en commun un point, donc ce sommet-là, et qui se trouve être l'apex du cône. Et puis, bon, vous voyez ici, donc en bleu, cette droite. Donc, c'est une droite qui correspond au plan et c'est associé à à cette conique-là. En vert, ici, c'est associé à celle-ci. En violet, c'est celle-ci. Et rouge, c'est celle-ci. Puis nous parle d'angle alpha et bêta. On va revenir un petit peu là-dessus tout à l'heure. Donc, les coniques. Une autre façon de voir les coniques aussi, que nous ne verrons pas spécifiquement en détail, nous autres, donc ça sera dans les prolongements que je vais vous offrir, ceux qui ont de l'intérêt puis veulent continuer à apprendre, c'est de voir les coniques par rapport à la notion qu'on appelle excentricité. Alors, on s'aperçoit que si on prend une droite, et par rapport à cette droite, donc lorsqu'on joue avec certains paramètres, un paramètre qui s'appelle l'excentricité, on est capable d'obtenir les différentes coniques dont je viens de parler. Donc hyperbole, parabole qui est associée à celle-ci. Parabole, on la connaît comme fonction, l'ellipse, puis on s'en vient, l'excentricité diminue jusqu'à temps qu'on obtienne presque un cercle. Voilà pour les coniques. Puis bon, voici une autre représentation fait appel à ce qu'on appelle les sphères de Dandelin. Dandelin, un mathématicien qui a vu une autre façon de voir les coniques en inscrivant des sphères à l'intérieur du cône. Ça aussi, ça fera partie des prolongements pour ceux qui s'intéressent de poursuivre leur apprentissage. Là, en bas, on a un groupe de figures qui sont des solides euh, qui nous rappellent les coniques dont on vient à peine de parler. On n'a pas encore parlé d'équations, ni même comment comment les créer, ces coniques. Mais ici, ce sont finalement, c'est comme si c'est des coniques à trois dimensions qu'on appelle des quadriques. Alors, ou des quadriques, dépendamment de comment on le prononce. Alors, c'est une gamme de solides. Alors, ici, on a une hyperboloïde. Elle semble être circulaire. Ici, on a une ellipsoïde. Ça serait une paraboloïde. Donc, ça fait référence à la parabole. L'ellipsoïde fait référence à l'ellipse.
Ici, on a le cône. OK, donc, ensuite de ça, ben, c'est des droites, finalement. C'est notre cône qu'on a ici. Ici, oups, on a quelque chose qui nous fait penser à une parabole. Donc, ça serait une paraboloïde aussi, mais une autre forme. Donc, à deux nappes. Non, pardon, une hyperboloïde, celle-ci. Et ici, on a encore une hyperboloïde, cette fois-ci à deux nappes. Euh, Ça, on n'étudiera pas ça, mais ceux d'entre vous qui, encore une fois, manifesteraient de l'intérêt, ben, je vais donner des liens à la toute fin de la séquence d'apprentissage pour pouvoir poursuivre, regarder ça. En bas, ici, on a une photo. Une photo qui a été prise, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de remarquer, lorsqu'on a une source de lumière qui est appuyée à un mur. Souvent, on a des lampes de maison, donc les lampes extérieures. Lorsqu'on allume la lumière, on s'aperçoit que la lumière fait une forme. Alors, on l'a ici. Donc, on peut prendre une lampe de poche ici, on allume une lampe de poche et on l'appuie contre un mur. Vous allez voir que le cône lumineux, voyons, provenant de la source lumineuse, va être coupé par le plan que forme le mur. Dans ce temps-là, ce qu'on obtient, c'est une parabole qu'on a là. Donc oui, oui, la parabole qu'on a l'habitude d'étudier comme une fonction, là, on va maintenant le regarder sous un angle géométrique. Donc, plus précisément de ce qu'on appelle la notion de lieu géométrique. Pour la suite, je vous amène dans une ressource externe. Donc, un projet GeoGebra créé par Jacques Marot, qui a fait un super travail d'illustrer les coniques, donc à partir de GeoGebra en trois dimensions. Alors, je vais juste vous montrer un peu ce que c'est. Tout à l'heure, je parlais du cône généralisé. On le voit ici, donc le cône généralisé. Là, on le voit vraiment en trois dimensions. Et on va avoir l'occasion de voir un peu ce qui se passe lorsqu'on on coupe par un plan. On l'avait tout à l'heure de façon statique dans l'image que j'ai fournie. Maintenant, on va voir ce que ça donne lorsque on le, on le bouge, donc lorsqu'on le dynamise. Alors, en ce moment, l'état initial, on voit ce qu'on pourrait appeler un cercle à cet endroit, donc un cercle. C'est sûr que lorsqu'on regarde on regarde une forme circulaire, mettons un cylindre ou un verre, le dessus d'un verre, un verre à boire, euh, notre cerveau sait que c'est un cercle, mais en réalité, la figure qu'on dessine, il suffit d'avoir pris la peine de dessiner quelque chose de circulaire. Si on veut donner l'impression de profondeur, il faut le dessiner sous forme allongée pour montrer que c'est en trois dimensions. Donc, il y a la profondeur qui joue. Alors ici, ce qu'on voit, c'est bel et bien un cercle, alors que, en réalité, l'image en deux dimensions que vous voyez sur votre écran, c'est une ellipse, mais elle représente un cercle ici. Bon, je vais commencer à animer un petit peu pour que vous puissiez voir un peu ce qui se passe. Alors, on va bouger les angles, donc je vais bouger l'angle bêta. Je ne rentrerai pas dans le détail maintenant. À vrai dire, je ne parlerai pas du tout dans le cadre des notions de SN de 5 des angles alpha et bêta. Mais je vais juste vous montrer pourquoi on appelle ça des coniques. Alors, si on bouge bêta, on voit que on incline le plan par rapport au cône. Et ce qu'on fait, c'est qu'on crée des figures de plus en plus allongées. Donc, c'est une ellipse de plus en plus excentrique. Et, et lorsqu'on diminue l'angle, bon, on s'en va vers une ellipse de moins en moins excentrique, donc elle est plus concentrique. Bon, et qu'est-ce qui se passe si on allonge trop? Ben, notre ellipse s'échappe. Elle s'échappe et devient une parabole. Une hyperbole, pardon. Alors voilà, non, ça c'est une parabole. Une parabole jusqu'à temps que notre plan rencontre à nouveau le cône en haut. Cette fois-ci, on va avoir une deuxième coupure. Comme ça, là, on commence à la voir apparaître. Et ça, ce qu'on appelle une hyperbole. Voilà comme ça. Alors, hyperbole, parabole. Oups, là, j'ai une ellipse et j'ai un cercle. Lorsque je m'en viens vraiment parallèle
à la base du cône. Alors, tout à l'heure, là, on va commencer. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'idée de lieu géométrique. Alors, la définition d'une conique, OK, il y en a plusieurs définitions. Une d'entre elles, ce serait c'est une courbe définie par l'intersection d'un plan et d'une surface conique. Donc, un cône, comme on a vu tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle une section conique, c'est-à-dire section, c'est sectionné, donc coupé par un cône. Chaque conique peut être défini comme un lieu géométrique. Le lieu géométrique, qu'est-ce que c'est? Bien, vous en connaissez déjà. Ça fait longtemps déjà, mais au début de votre secondaire, vous avez vu certaines figures géométriques sous forme peut-être de construction. Et puis, au fil du temps, on finit par oublier, mais je vais vous rappeler ce qu'est un lieu géométrique. Donc, un lieu géométrique, c'est un ensemble de points satisfaisant des contraintes géométriques. Alors ici, j'ai GeoGebra, la version web. Et dedans, je vais construire une médiatrice. Alors, une médiatrice, un rappel, c'est une droite qui coupe un segment en deux parties égales. C'est ce qu'on appelle une médiatrice. Plus que ça, elle va aussi être perpendiculaire. Le lieu géométrique, c'est l'ensemble des points qui sont situés à égale distance de deux autres points. Alors, commençons avec un segment, qui va illustrer ma distance entre deux points. Et ce que je veux faire, c'est pouvoir construire l'ensemble de tous les points situés à égale distance de ces deux-là. Donc, ce que je vais faire, pour parler de égale distance, bien, ça va me prendre la notion de distance. Alors, de la distance de, donc, tous les points qui sont à égale distance d'un point, ben, ils seraient situés sur un cercle. Fait que je vais utiliser l'outil cercle. En réalité, si j'ouvre davantage les outils, je dépasse le basic, on s'aperçoit, bon, il y a déjà des constructions. Là, vous allez dire, monsieur, la médiatrice est déjà là. Sauf que si on l'utilise, on ne sait pas c'est quoi le lieu géométrique. Alors, on descend un petit peu, puis dans les cercles, on a plus d'options. Alors, il y a l'outil cercle centre-point, puis il y a celui compas. C'est celui-là qu'on va utiliser. Compas, on va avoir besoin donc, imaginons qu'on va ouvrir notre compas. Vous vous rappelez peut-être que lorsque je veux faire une médiatrice, je dois ouvrir mon compas un peu plus que la moitié du segment. Pourquoi? Parce qu'on va être capable de se donner un point d'intersection de deux cercles de même dimension. Fait que ce qu'on va se faire, on va générer un segment qui va représenter l'ouverture de mon compas. Fait que je vais aller me chercher un segment ici, que je vais aller faire ici, voilà, puis qui représente l'ouverture de mon compas. Alors, si on le bouge, on voit, bon, je ne le placerai pas parallèle, là, mais on voit qu'il a la dimension qu'il faut, c'est-à-dire plus que la moitié. Donc, je ne vais pas le renommer. Je vais me servir du compas. Alors, je redescends, je choisis mon outil, compas, et je vais ouvrir mon compas de là à là. Ça, c'est l'ouverture de mon compas, mais je veux que le centre soit situé ici. Je veux faire la même chose, à nouveau, mais de l'autre côté. Voilà, j'obtiens un deuxième trait, un circulaire. Et puis là, maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux aller me trouver un point d'intersection, qu'on va retrouver aux deux cercles, c'est-à-dire ici. Donc, il y a un point d'intersection là, il y a un point d'intersection là, et je vais prendre une droite pour relier ces deux points-là. Et voilà, donc j'ai réussi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est dynamique. Alors, si je bouge les cercles, on s'aperçoit que les propriétés géométriques demeurent. C'est pour ça qu'on appelle ça de la géométrie dynamique. Si je change la dimension ici des cercles, on voit que ça n'a aucune différence, mais c'est super important. Ici, nos marques de compas sont trop petites, donc le lieu géométrique n'existe pas. Il commence à exister à cet endroit-là. C'est le même phénomène que vous voyez tout à l'heure lorsqu'on changeait l'angle du plan. Et à certains endroits, l'ellipse s'allongeait, 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 jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se refermer et elle s'ouvrait pour devenir une parabole. C'est le même phénomène qu'on a ici. Donc, les propriétés qui en faisaient une ellipse n'étaient plus respectées.
Donc, notion de lieu géométrique qu'on va retrouver au sein de nos quatre coniques qu'on va étudier. Donc, la première, le cercle, qu'on va voir dans un instant, l'ellipse dans les prochaines capsules, la parabole et enfin l'hyperbole. Bon, le cercle, c'est sans doute la conique que vous connaissez le mieux. Donc, sa définition, c'est la courbe du lieu géométrique dont tous les points sont situés à égale distance d'un point appelé le centre. On l'appelle le centre à cause de ça. L'équation du cercle centré à l'origine, on l'a vu l'an dernier, euh, rapidement quand même, s'écrit sous la forme suivante, x carré plus y carré égale r carré, où r est le rayon du cercle. Donc, avant que j'aille un peu plus, j'aille plus loin, c'est bien important de noter, puis je ne l'ai pas dit, que nous, on va travailler la géométrie et l'algèbre aussi ensemble. Donc, on va voir les équations de ces coniques-là. Et c'est bien important, toutes les coniques forment une grande famille des équations du deuxième degré. Alors, toutes les équations du deuxième degré, ensemble, on est capable on est capable d'obtenir toutes les coniques avec. C'est pour ça tout à l'heure que j'ai parlé dans première page où j'ai montré diverses figures. J'ai montré une où on fait appel à la notion d'excentricité. Alors, on peut écrire une équation unique qui nous permettrait d'obtenir toutes les coniques. Et cette équation unique-là, c'est une équation généralisée du deuxième degré. Alors, à deux variables du deuxième degré. Alors, c'est ça. Puis on obtiendrait les quadriques, ces fameux solides que je vous montrais tout à l'heure, comme étant une équation à trois variables du deuxième degré. Donc, tant si longtemps qu'on est au deuxième degré, on est dans la famille des coniques. Et si on passe à la troisième dimension et qu'on demeure au deuxième degré, on obtient des quadriques. Bon, fait que là, la première qu'on a ici, c'est une équation du deuxième degré, fort simple. X carré plus Y carré égale R carré, où R est le rayon du cercle. Alors, pour déterminer l'équation d'un cercle, connaissant un de ses points, il suffit d'appliquer la relation de Pythagore. Voyons ça. Alors ici, on a un cercle dont le rayon, on le voit, c'est environ 5. On pourrait s'y fier, mais l'idée, c'est ça. Donc, il suffit de connaître un de ces points. Imaginons qu'on ne connaisse pas exactement le rayon, mais qu'on connaisse un de ses points. Donc, on s'aperçoit que le point P ici a comme coordonnées -4 en abscisse et 3 en ordonnée. Alors, on utiliserait la relation de Pythagore à partir de l'équation générale en haut. Donc, x au carré plus y au carré égale r carré. Alors, on a -4 au carré plus 3 au carré égale à r carré. On calcule. Donc, 16 et 9, 25. Ce qui veut dire que r carré donne 25. Donc, l'équation de notre cercle, tout simplement, x au carré plus y au carré égale 25. Alors, notre première conique, c'est la plus simple. Donc, voilà, pour ça. Là, elle est centrée à l'origine. On pourrait la voir centrée ailleurs, n'importe où dans le plan. On dit que c'est centré en HK. On garde cette convention-là du centre du cercle comme étant H et K. Alors, imaginons qu'elle serait centrée en HK. On aurait ceci comme équation. On aurait notre cercle d'équation. X au carré, pardon, au lieu de x au carré, on aurait x moins h au carré plus y moins k au carré égale à r carré, tout simplement. Sauf que en mathématiques sciences naturelles de 5, les coniques sont toutes centrées à l'origine au programme, sauf la parabole qui va être centrée en HK. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est un mystère du ministère de l'Éducation. Alors, voilà, c'est ce qui conclut cette leçon sur l'introduction aux coniques et incluant le cercle comme première conique.